Le ciel au-dessus de Los Angeles se teintait doucement d'or en cette fin d'après-midi. L'école était terminée, les oiseaux passaient en frôlant les fils électriques et les arroseurs sifflaient sur les pelouses soigneusement taillées. Dans une rue calme de Sherman Oaks, Lily Sigul, 11 ans, marchait lentement sur le trottoir, son sac rose rebondissant doucement dans son dos. Elle fredonnait un air appris en cours de musique, tenant fièrement un petit carnet de croquis dans la main. À la dernière page, elle avait dessiné le visage de son père. À 2 pâtés de maison de chez elle, elle n'entendit pas la voiture de patrouille noire et blanche qui s'approchait discrètement. À un demi-pâté de maison, dans l'allée d'un petit magasin de quartier, Steven Sigul choisissait une bouteille d'eau de source. Avec sa veste marine et sa casquette, il ressemblait à n'importe quel père tranquille faisant quelques courses. Mais ses oreilles, elles, captaient tout. Alors quand il entendit le vrombissement soudain du moteur d'une voiture de police suivi d'un ordre brutal crié dans la rue, il s'immobilisa. Puis, un cri perça l'air. Sur le trottoir, Lily venait de tourner la tête vers 2 agents descendus précipitamment du véhicule. L'un, chauve et portant des lunettes noires, paraissait dans la quarantaine, l'autre, plus jeune, semblait nerveux. Le plus âgé hurla, les mains en l'air, qu'on puisse les voir. Lily s'arrêta net. « Quoi » bredouilla-t-elle. « Ne bouge pas » cria le plus jeune, courant vers elle. Elle cligna des yeux, confuse. « Je rentre juste chez moi. »« Lâche ça » lança l'un des deux. Elle baissa les yeux. Dans sa main, son carnet de dessin. « J'ai dit, lâche ça !» Elle ne réagit pas assez vite. Et dans l'instant horrible qui suivit, pop, pop. Dans le magasin, Steven entendit les détonations. Son cœur s'arrêta. Il lâcha la bouteille, traversa l'allée en courant, ouvrit la porte d'un coup sec et vit sa petite fille effondrée sur le trottoir, une tache rouge s'étendant sur son t-shirt. Le monde vacilla. Les agents braquaient toujours leurs armes sur elle, vociférant des ordres incohérents. L'un d'eux donna un coup de pied dans son sac à dos. La vision de Steven se rétrécit, le temps sembla ralentir, mais sa colère s'enflamma. Il traversa la rue en courant, plus vite que les agents ne purent réagir. Le plus jeune se retourna. « Monsieur, restez en... » Crac. Le poing de Steven s'écrasa sur sa mâchoire comme une masse. L'agent tomba, raide, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Le plus vieux tenta d'atteindre sa radio. Il n'en eut pas le temps. La main de Steven saisit son poignet, le tira vers le bas, puis un genou dans les côtes l'envoya percuter la voiture. Lily gémit faiblement. Ce son transperça Steven plus que tout. Il se précipita à genoux près d'elle. « Lily, bébé, regarde-moi. Je suis là. » Elle ouvrit les yeux, douloureuse, vitreux. « Papa, je suis là. Tu vas bien, tu vas t'en sortir. » Il appuya ses mains sur la blessure. « Ne bouge pas. Respire. » Les voisins sortirent de chez eux, téléphone à la main, choqués par la scène. Quelqu'un cria « C'est Steven Sigul ». Les sirènes hurlaient au loin. Les renforts arrivaient. Steven s'en fichait. Il jeta un coup d'œil aux 2 agents au sol, l'un inconscient, l'autre gémissant, le bras disloqué et les côtes brisées. Puis il regarda sa fille. « Tu es forte, comme ta maman. » Il ne pleurait pas, mais la flamme dans ses yeux entrait ces hommes pour le reste de leur vie. Les secours arrivèrent quelques minutes plus tard. Steven refusa de la lâcher, tenant sa main même lorsqu'ils la placèrent sur une civière. Il monta dans l'ambulance avec elle. Avant que les portes ne se referment, il fixa l'officier en chef qui arrivait sur place. Ce jour-là, un homme reconnut un visage du passé. Il s'approcha et d'une voix lourde de colère contenue, dit « 2 de tes agents viennent de tirer sur une enfant non armée qui rentrait de l'école. » Il ne savait pas qui elle était, mais ça n'aurait rien dû changer. Puis il monta dans l'ambulance. Au poste, tout explosa. Les images de la caméra embarquée révélèrent 2 agents déclenchant une violence sans la moindre provocation. L'objet dans la main de la fillette était un simple carnet de croquis, pas une arme. En quelques heures, les médias s'en emparèrent. Une enfant grièvement blessée en pleine rue, et son père n'était pas n'importe qui. Les réseaux sociaux s'embrasèrent. Les mots d'ordre se multiplièrent, exigeant justice. Le père, lui, restait silencieux. Mais dans l'ombre, il préparait déjà l'inévitable. Dans la salle d'attente d'un hôpital, le silence régnait,
troublé seulement par le bip régulier d'un moniteur cardiaque. Assis seul, l'homme observait sa fille à travers une vitre, les bras posés sur les genoux, immobile. On lui avait dit que la balle avait frôlé le cœur de quelques centimètres. Certains parlaient de chance. Pour lui, ce n'était pas une question de hasard, mais de guerre. Pendant ce temps, l'unité d'enquête interne s'agitait. Les 2 agents impliqués avaient été suspendus en urgence. Mais la vague d'indignation allait plus vite que les procédures. Des dizaines de milliers de voix exigeaient des sanctions. Les chaînes d'infos affichaient des titres brûlants. Sur les vidéos, on entendait un cri d'ordre, un simple stylo apparaître dans la main de l'enfant, puis les tirs, les cris et la silhouette d'un homme surgissant avec une force impitoyable, désarmant les 2 tireurs avant que la caméra ne tombe. Un ancien enquêteur fédéral, en regardant la scène, murmura « Il leur a laissé une chance ». Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. À l'hôpital, le fils adolescent se tenait près de son père, les yeux rougis. « Pourquoi elle ?» demanda-t-il. L'homme sortit un carnet du sac rose de sa fille et tourna la dernière page. Un dessin de lui, debout, stoïque, les bras croisés. En dessous, elle avait écrit « Mon papa est un super-héros. Il ne porte pas de cape. Il porte le calme. » Sa gorge se serra. « Je n'ai pas été calme, cette fois, » murmura-t-il. « Mais tu étais là, » répondit son fils. « Tu as empêché le pire. »« Non, » dit-il. « Je ne fais que commencer. » Le lendemain, vêtu de noir, il se présenta face aux journalistes. Il n'était plus l'homme public que tout le monde connaissait, mais un père blessé, déterminé. Il leva la main. Le silence tomba. Et si ce n'avait pas été ma fille? Et s'il n'y avait eu ni notoriété, ni image, ni colère? Il fixa les caméras. Elle aurait été juste un nom de plus, enterré dans la routine. Pas cette fois. Le soir même, il retrouva son avocate, une femme redoutée dans les tribunaux. Elle ne mâcha pas ses mots, ils veulent gagner du temps, inventer un récit. Mais les preuves sont limpides. Il hocha la tête. On attaque. Sur tous les fronts. Civil, fédéral, pénal. Et je veux leur insigne. Elle s'étonna. Tu vas ruiner leur carrière? Il répondit, je vise bien plus large. Chaque rouage qui a permis à Delage de viser une enfant. Au poste, la panique s'installait. Les familles fuyaient, les profils en ligne disparaissaient. Il pensait que le plus dur serait la presse. Il n'avait pas prévu ce qu'un père silencieux pouvait déclencher. Car il n'était plus seulement une victime. Il était devenu un ouragan. Le 5e jour, la fillette ouvrit les yeux. « Papa ?» Il s'approcha. « Je suis là, mon ange. » Elle murmura, « J'ai entendu. Tu les as arrêtés. » Il caressa ses cheveux. « Non, c'est toi. Tu as survécu. » Elle sourit faiblement. « Tu es toujours mon héros. » Il l'embrassa sur le front. « Non, ma chérie, c'est toi mon héroïne. » Le même matin, l'agent Laurie fut arrêté à son domicile, inculpé pour usage excessif de la force, agression aggravée sur mineur et mise en danger délibéré. Plus tard dans la journée, Matson se rendit de lui-même. Quand la nouvelle éclata, une foule se rassembla devant l'hôpital avec des pancartes. « Justice pour Lily, responsabilisez les policiers, vous vous êtes attaqués au mauvais père. » Steven ne leur parla pas. Pas encore. Il était toujours à son chevet, observant sa respiration, espérant la voir remarcher. Et lorsqu'elle le ferait, il comptait l'emmener droit au tribunal pour montrer au monde à quoi ressemble la véritable justice. 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce jour tragique. Le lit d'hôpital était désormais vide. Lily Sigul, encore convalescente mais forte, se tenait dans le salon, entourée de cartes, de ballons et de caméras. Elle portait un sweat à capuche, une manche relevée révélant un pansement sur l'épaule, là où la balle avait effleuré sa chair. À ses côtés, tenant sa main, se trouvait son père, Steven Sigul. Le monde entier avait assisté à l'horreur. Désormais, il allait assister au règlement de compte. Le palais de justice de Los Angeles était assiégé ce matin-là. Des dizaines de journalistes sur les marches, des manifestants brandissant des pancartes. Assez d'excuses, le badge n'est pas une licence pour tuer, Sigul parle pour nous tous. À l'intérieur, la salle d'audience était pleine à craquer. Assis à la table de la défense, les agents Brent Laurie et Casey Matson, en costume mal ajusté, tête baissée. Leurs avocats murmuraient frénétiquement, mais eux restaient figés.
De l'autre côté, Steven, vêtu d'un costume noir, avec Lily à ses côtés, le regard droit, déterminé. Derrière eux, Jessie, René Kfax et une marée de soutien. Le juge entra. « Veuillez vous lever. » Le procès fut rapide, tant les preuves étaient accablantes, images des caméras piétons, vidéos de témoins, enregistrement du 911. Mais ce qui glaça la salle fut l'instant où l'accusation appela Lily Sigul à la barre. Des murmures parcoururent la foule. Le juge demanda « Est-elle certaine de vouloir témoigner ?» Steven posa sa main sur l'épaule de sa fille. « C'est elle qui me l'a demandé. » Lentement, Lily marcha jusqu'à la barre, prête à serment, puis fixa les jurés. « Je rentrais chez moi, » commença-t-elle. « Je ne faisais rien de mal. Je dessinais. J'étais heureuse. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle continua. « Ils ont crié. Je ne savais même pas pourquoi. J'ai levé les mains, mais ils n'ont pas attendu. Un instant, je dessinais, et le suivant, tout brûlait. Je ne pouvais plus bouger. Il y avait du sang. Je les ai vus, toujours en train de crier. Puis j'ai vu mon père. » Elle se tourna vers Steven et sourit. Il n'était pas en colère. Il avait peur. Il ne criait pas. Il m'a juste tenu. Voilà ce que c'est, la vraie force. La salle était figée. Même les policiers semblaient ébranlés. Le juge s'essuya les yeux. « Merci, mademoiselle Sigul. » Dans le couloir, Lily fut aussitôt encerclée par les journalistes. Steven la protégea de sa carrure imposante. Un reporter demanda « Que souhaitez-vous voir changer ?» Steven se retourna et répondit « Je ne veux pas de vengeance. Je veux une réforme. De la formation, de la responsabilité et surtout du respect pour les vies innocentes. » Puis il ajouta « S'ils ont dû tirer sur une enfant pour comprendre ça, alors ils n'ont rien à faire avec un badge. » Le jury délibéra moins de 2 heures. Verdict, coupable. Les 2 officiers furent reconnus responsables de mise en danger délibérée, d'agression armée et de décharge négligente d'armes à feu. Le prononcé de la peine fut fixé à la semaine suivante. Mais la justice ne s'arrêta pas là. Devant le tribunal, Steven donna une brève conférence de presse. Pas de discours pompeux, pas de sourire. Juste ces mots, il y a des milliers d'enfants comme Lily qui n'ont pas un père avec une tribune. Aujourd'hui, je parle pour eux. Il annonça ensuite le lancement de la Fondation Lily pour la sécurité des jeunes, une association dédiée à la protection des enfants contre les violences policières et la promotion de lois sur les caméras piétons, l'éducation et l'accompagnement civil. La presse salua l'initiative. Les titres des journaux, de la rage à la réforme, Sigul transforme la douleur en action, le guerrier sans armes qui les a fait plier. Quelques jours plus tard, Steven était assis seul sur le porche. Lily vint le rejoindre avec un carnet de croquis. « Tu dessines encore ?» demanda-t-il. Elle acquiesça en ouvrant le carnet. « C'est le dernier dessin. » Il les montrait, main dans la main. Elle portait une cape. Lui, non. « Pourquoi j'ai une cape cette fois ?» demanda-t-elle en souriant. Il la regarda et répondit « Parce que tu l'as mérité. » Lors de l'audience de la peine, les 2 agents furent condamnés à 8 ans de prison, privés de leur pension et interdits à vie de travailler dans les forces de l'ordre. Mais le moment le plus marquant fut quand le juge les obligea à s'excuser publiquement. Laurie s'avança, tremblant. « Je ne savais pas que c'était une enfant. J'ai paniqué. » Lily le fixa et dit calmement « Tu n'avais pas besoin de savoir que j'étais une enfant. Tu avais juste besoin de savoir qu'on ne tire pas d'abord. » Un silence pesant tomba dans la salle. Cette phrase allait résonner longtemps. À la fin de l'année, Lily retourna à l'école. Steven, lui, n'était pas sur un plateau de cinéma, mais sur celui d'un documentaire intitulé « Quand le silence devient danger », consacré aux enfants victimes de la violence policière incontrôlée. Mais plus que cela, il était changé, plus concentré, plus présent. Car le jour où ils ont tiré sur sa fille, ils ont réveillé en lui bien plus qu'un père. Ils ont réveillé la voix dont ce monde avait besoin.